Super. Alors, on commence. C'est un spectacle radical. Et il est deux fois radical. D'abord, il est radical parce qu'il est drôle. C'est vraiment une comédie où vous allez exploser de rire. Mais pour autant, il s'agit d'un sujet grave, un sujet important, puisque nous parlerons toute la soirée d'un homme qui vient d'être diagnostiqué avec un cancer de la prostate. C'est l'histoire justement de l'auteur, qui est aussi comédien, et qui a été confronté à cette épreuve dans la vie. Et durant toute cette année, où il y a eu tellement de bouleversements, qu'il a accueilli avec beaucoup de philosophie, avec beaucoup de peur, d'angoisse, plein de choses dans ce genre, il s'est dit, si je m'en sors, j'en fais une pièce, j'en fais une comédie. Tout ça avait été pris quand même bien à temps, et il a tenu parole, il a fait ce spectacle. Alors, c'est très original, cette jeune femme-là, si jolie, merveilleuse, on pourrait penser que c'est sa femme, eh bien non, ça n'est pas sa femme, là, en l'occurrence, c'est sa prostate. Et ça d'abord, lui, sur scène, et donc, c'est vraiment très drôle. Mais d'ailleurs, M6 a fait un très beau documentaire, alors je vous propose de monter sur notre tapis volant, nous nous retrouvons sur les grands boulevards à Paris, au Théâtre des Variétés, le théâtre de Jean-Paul Belmondo. Magnéto, comme on dit à la télé. À 54 ans, David Friesman a décidé de se mettre à nu et de raconter au théâtre son cancer de la prostate. Il livre tout. Sur scène, c'est Paul qui traverse cette épreuve en compagnie de sa prostate qui ne prend pas de pincettes pour parler d'intimité. J'étais très déçue que Paul ne sache pas à quoi je lui servais. Tous ses organes semblaient avoir de l'importance à ses yeux. Parfois, il disait « Chérie, je vais aller courir, c'est bon pour le cœur. » Ou encore « Chérie, je vais mettre de la crème après rasage, c'est bon pour la peau. » Jamais je n'avais entendu dire « Chérie, je vais me masturber un bon coup, c'est bon pour la prostate. » L'humour, la meilleure arme contre le tabou. Quand il s'est installé sur la table d'opération et qu'il a entendu... Allez, on le met en position gynéco. Il a tenté. Je vous signale qu'il n'y a aucune chance que j'accouche. Alors qu'il était là, de qui a l'air sur les étriers. La surprise, la peur du traitement, les conséquences sur la sexualité, tout y passe avec humour donc et délicatesse pour un double effet sur le public. J'étais bien contente et ravie, j'ai assisté à un très joli spectacle. D'aborder tous ces problèmes et surtout celui de la sexualité et de la relation à l'autre, ça permet de lever un certain nombre de tabous. Voilà, on enchaînera alors avec quelque chose qui est rare ici, un film. La captation cinématographique d'une pièce qui a eu un succès énorme, et c'était donc Jules et Marcel, joué par le grand Michel Galabru et le tout aussi grand Philippe Cobert. Peut-être savez-vous que Marcel Pagnol et Rémy étaient très très amis et qu'ils ont eu tout au long de leur collaboration une correspondance absolument délicieuse. De cette collaboration, on peut dire qu'elle tisse la toile de leur éternelle amitié profonde et féroce, mêlée de mauvaise foi truculente, de fâcheries épiques, d'admiration réciproque, de pudeur, d'humour, de souvenirs, sans oublier de savoureuses envolées lyriques ou drôlatiques, ironiques ou émouvantes. Grâce à cette pièce, donc, Michel Galabru et Philippe Cobert ont incarné mieux encore, ont fait revivre ces deux monstres sacrés. Grâce à la magnifique captation qu'en a fait Elie Chouraki, nous aurons la chance de profiter encore de cet incroyable duo d'acteurs qui connut donc un grand succès. Michel Galabru, c'était mon tout premier metteur en scène et on s'aimait énormément. Et puis, vous savez à quel point Philippe Cobert est attaché au Théâtre des Muses et aussi à son public. Et puis, voilà, ça n'a pas pu se faire du vivant de Michel parce qu'il a été très malade. Et donc, là, pour clore le 100e anniversaire, dans le 50e anniversaire de la mort de Marcel Pagnol, on ne pouvait pas trouver mieux que de vous projeter ce film. Donc ça sera un tel événement que tous les soirs, ça sera le mardi soir, le mercredi soir et le samedi après-midi,
Philippe Cobert sera présent et nous pourrons échanger à la fin du spectacle sur son aventure pagnolesque. Vous n'oubliez pas qu'il a été le papa de Marcel Pagnol dans La gloire de mon père et Le château de ma mère. Ces films qui sont vraiment notre patrimoine, non seulement français, mais alors pour nous, provençaux, vraiment, c'est incroyable. Et puis, le mercredi 16, si mes souvenirs sont bons, c'est le petit-fils de Marcel Pagnol qui sera aussi avec nous, Nicolas Pagnol. Le jeudi, on commencera encore avec du théâtre et encore avec du Pagnol, avec une pièce qui s'intitule Le Schputz et qui a été adaptée du film de Marcel Pagnol. Donc Fernandel jouait encore dedans, bien évidemment. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que ce visage vous fait penser à quelqu'un qui serait venu jouer ici il y a peu de temps? Alors, on va parler de la pièce. C'était quoi une pièce de Pagnol? On a joué il n'y a pas si longtemps ici. Merci. Qui l'a dit? Le bossu. Oui, qui l'a dit? Qui l'a dit? Qui l'a dit? Qui l'a dit? Moi, c'est qui? Je vous donne un petit carton. Regardez comme il est joli. C'est un carton d'invitation. Derrière, vous écrirez votre nom, votre prénom. À la fin du spectacle, vous nous le donnerez. Ce n'est pas que vous avez gagné une invitation pour venir voir le Schputz. Non, pas du tout, ce serait beaucoup trop simple. Le Schputz, vous allez venir le voir parce que c'est formidable et qu'il ne faut pas le rater. Mais en revanche, nous, on va garder précieusement votre carton d'invitation. Et dès qu'il y aura un spectacle qui ne fera pas le plein, nous vous appellerons et nous vous inviterons. Et comme ça sera gagnant. Pourquoi? Eh bien parce que vous vous dites peut-être « Ah non, moi je n'aime que les spectacles drôles », alors qu'il y en a des profonds, mais qui vont vous être un grand plus dans votre existence. Donc, on va vous inviter, vous allez venir, parce que vous êtes poli. Alors là, ça va être la révélation totale. Et pour nous, eh bien, nous jouerons devant un théâtre archi plein, et ça, ce sera le bonheur. Alors, pouvez-vous faire passer, s'il vous plaît, à la dame qui est au-dessus? Je vous remercie. Et maintenant, c'est donc Arthur qui avait joué dans Le Bossu, absolument. Alors, si je pouvais vous demander de ne pas trop parler, parce que je vous entends et je perds le fil de ce long monologue. Donc, je vais vous présenter Arthur, qui avait donc joué dans Naïs. Effectivement, le rôle du bossu, avec un talent extraordinaire. Et je vous promets que là, du début à la fin, vous allez beaucoup rire. Magnifique. Bonjour, je suis Arthur Kakia. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous viendrons jouer le Schputz. Le Schputz, c'est une œuvre phare du répertoire de Pagnol. On y retrouve le parcours d'Irénée, qui travaille dans l'épicerie de son oncle, dans les Bouches-du-Rhône. Mais il est persuadé d'une chose, c'est qu'il est destiné à plus grand que ça. Il est persuadé qu'il a un don de naissance, qu'il est destiné à être une grande vedette de cinéma. Le hasard fait qu'il va rencontrer une équipe de cinéma parisienne qui va venir tourner des extérieurs dans les environs de Marseille. Ils vont voir en lui ce qu'ils appellent un Schputz. Ils vont se moquer de lui en quelque sorte et lui faire signer un faux contrat. Lui, gonflé de tout son orgueil, va monter à Paris avec son contrat en main et s'en suivront beaucoup de situations très émouvantes mais aussi très très drôles. Nous sommes 6 comédiens. J'ai eu le plaisir de mettre ce spectacle en scène en compagnie de Delphine Depardieu. Donc on vous attend très nombreux. À très vite. Mais comme vous le savez, avec Marcel Pagnol, on rit beaucoup et puis de temps en temps, on écrase une larme parce que les larmes sont toutes proches du rire. Je voulais vous lire juste 2 répliques que j'adore. Le rire est une chose humaine, une vertu qui n'appartient qu'aux hommes et que Dieu peut-être leur a donné pour les consoler d'être intelligents. Ah. Et puis celle-ci, je pense que nous, Provençaux, on l'a tous entendue, ou d'un père ou d'un grand-père. Mais tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout. Voilà, donc ça sera un grand moment, je compte sur vous. Maintenant, encore un autre grand moment, là je peux sortir mon petit tambour de ville. Événement, création mondiale. Oui, chers spectateurs, vous allez pouvoir découvrir 60 jours de prison signé par l'amour de ma vie, Sacha Guitry. Vous n'êtes pas sans savoir que cet homme à qui tout réussissait
a eu quelques soucis à la Libération, dont nous sommes justement en train de fêter le 80e anniversaire. Oui, figurez-vous qu'il a été accusé de collaboration. C'était vraiment très injuste, il n'y a jamais eu de chef d'accusation. Toujours est-il que ces 60 jours en prison, il les a faits et qu'il a vraiment failli y passer. Parce qu'à ce moment-là, c'était un peu tout et n'importe quoi. Alors, non seulement moi, qui le connais par cœur et qui ne l'aimerais pas si ça n'était pas le cas, je peux vous certifier que non seulement il n'a jamais collaboré, qu'il a sauvé des juifs, qu'il a organisé des centaines de galas pour des bonnes actions humanitaires, pour améliorer les conditions de vie de milliers de personnes, mais voilà. Quand quelqu'un a du succès pendant 40 ans, tout le temps, qu'on ne peut pas ouvrir un journal sans voir son nom, qu'on ne peut pas se promener sans voir une affiche devant un cinéma, et puis 2 affiches au moins sur des théâtres différents, et que c'est toujours le gros succès, je comprends que pour les médiocres, c'est un petit peu pénible. Alors, je ne suis pas seule à partager cet amour, et Olivier Lejeune, qui est un grand comédien que vous connaissez, que vous avez certainement vu dans le petit théâtre de Bouvard, il y a très longtemps, et puis il a joué dans tout, c'est dans la télévision, il a joué dans je ne sais combien de centaines de comédies, il sera là avec nous, il sait tout faire, il est jeune depuis longtemps, et même s'il sait tout faire, il ne sait pas trop bien se filmer. Mais vous allez voir. Bonjour. Avec Anté Insomniac, nous avons le même amour. Bon, celui du théâtre, évidemment, mais surtout celui du maître, du grand, du génie, Sacha Guitry. Ah, mais quel dieu! C'est le Molière des temps modernes. Et Sacha Guitry a écrit un récit qui s'appelle 60 jours de prison, qui n'avait jamais été adapté au théâtre. J'ai eu un coup de foudre. Et vraiment, vous allez assister dans ce spectacle à une sorte de thriller. C'est comme un film avec des séquences où Sacha Guitry raconte, je vis tous les personnages qu'il rencontre, ce qu'il vit. Incroyable, on l'a traîné des Pau à Fresnes, à Drancy, au Veldiv, on l'a menacé, on lui dit qu'il allait être fusillé, on lui a craché au visage, et en même temps, c'est à la fois du Kafka, parce que c'est uniquement sur une rumeur d'avoir été un collabo, ce qui sera prouvé bien sûr qu'il n'a jamais collaboré, mais cette étiquette, encore aujourd'hui, peut lui coller, c'est incroyable, quand même comme la rumeur peut faire du mal. Bref, Sacha, d'ailleurs il a fait une déprime après ses 60 jours de prison, parce que ça l'a profondément marqué, mais il n'avait pas perdu son humour pour autant. Donc on rit beaucoup, on est terrifié, on est ému, on est angoissé, même si on sait qu'il va s'en sortir physiquement, mais pas moralement. Et ce récit, d'une page d'histoire, c'est toutes les horreurs à la libération de Paris qui se sont passées. Voilà, on a voulu couper la tête du roi. En France, cette coutume, eh bien, le roi s'en est sorti avec son humour, avec son esprit. Sacha Guitry, 60 jours de prison au théâtre des Muses, mais vous vous rendez compte, pour moi c'est une fête du 7 au 10 novembre. Et alors comme je suis tout le temps en train de penser à vous, même la nuit, je me suis dit, oh, mais le livre, je l'ai. Je vais leur montrer à l'endroit, ce sera mieux. Et regardez comment il a été écrit ce livre, et surtout comment il a été publié. Il a été publié comme il a été écrit. C'est l'écriture de la main de Sacha qui a été reproduite par l'imprimeur. Et il y a quelque chose d'extrêmement émouvant. Alors, on peut voir à quel point cet homme écrivait bien et tout d'une traite, hein, et comment il dessinait, s'il vous plaît. Et puis, ce qui est très émouvant, c'est que... C'est quoi la date aujourd'hui ? Le 3 octobre. Eh bien, si vous avez des bons yeux, vous pourrez lire que le 3 octobre, jour pour jour, il y a 80 ans, peut-être même à cette heure précise, il était en train d'écrire son journal en prison. Et je trouve ça tellement extraordinaire, c'est moi qui lui offre ça. Et ben, ce soir, il y a une femme sur scène qui est encore là en train d'être son avocate. Et j'espère du fond du cœur que vous viendrez découvrir, mais alors jusqu'au bout du bout, pourquoi j'aime tellement cet homme. Allez, on enchaîne maintenant. On parlait d'amour, je rajoute le hasard. Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. Alors vous savez, Marivaux, dans toutes ses pièces on parle d'amour, je crois qu'il avait une réelle obsession. C'était d'être véritablement aimé d'amour pour lui. Et donc dans son œuvre, il y a toujours des princes qui ne savent pas s'ils sont aimés pour eux ou pour leur statut,
beaucoup pour leur argent. Il y a des contes. Et puis, il y a aussi le fait que, c'est avant la Révolution, mais il y a déjà le fait que les valets pourraient quand même prendre la place des maîtres et vice-versa. Donc, je vous donne le petit résumé. Pour sonder la sincérité de Dorante, qu'on lui destine sans qu'elle ne l'ait jamais rencontrée, Sylvia échange son habit avec celui de sa servante Lisette. Ce qu'elle ignore, c'est que son prétendant, lui aussi désireux de faire un mariage d'amour, a recours au même stratagème avec son valet, Arlequin. Ainsi travestis, les deux couples seront donc les dupes de ce jeu de hasard et d'amour orchestré par le père de Sylvia et son fils Marius. Parviendront-ils à sortir de ce drôle de labyrinthe amoureux? C'est évidemment tout l'enjeu de ce scénario génial. Nous allons lancer la vidéo, mais attention, je vous avais prévenu qu'on jouerait ensemble ce soir. La musique magnifique, grandiose, que vous allez entendre est un petit peu longue à la fin, mais je n'ai pas voulu qu'on la coupe parce que j'avais envie qu'on danse ensemble. Alors à la fin, on se lève et on danse. Explique-toi donc, ma fille. Dorante arrive ici aujourd'hui. Si je pouvais le voir, l'examiner un peu sans qu'il me connût. Lisette a de l'esprit, monsieur. Elle pourrait prendre ma place pour un peu de temps. Et je prendrais la sienne. Soit, ma fille, je te permets le déguisement. Savez-vous ce que c'est qu'un louis d'or? Faux. L'utile et l'agréable, tout s'y trouve. Il s'agit d'un valet. Dès que j'aurai averti monsieur Armand ce que tu as, je te chasse. Brûle, enfin, épouse, je te le permets si tu le peux. Je t'aimerais si je pouvais, lève-toi. Mais souvenez-vous, parce qu'il n'y a que des abonnés qui sont là, souvenez-vous, ils ont été pris au théâtre du Lucernaire et puis ils ont eu tellement de succès parce qu'ils sont tellement exceptionnels qu'ils devaient jouer 2 mois, ils sont restés 8 mois. Inutile de vous dire que je n'avais pas le cœur, bien évidemment, de leur faire couper leur contrat pour venir jouer 4 représentations ici. Et c'était donc la troupe de l'alchimiste qui était revenue parce qu'on ne savait plus où mettre nos spectateurs. Donc cette année, c'est sûr et certain, ils sont en tournée un peu à gauche à droite, ils ne pourront pas faire des prolongations, ils seront avec nous. Voilà, et j'en ai eu dans la vie des belles critiques, mais celles-là, elles sont tellement belles que vraiment, elles nous font envie. Je vais vous les lire. Spectateurs enchantés, comédiens ovationnés, le public est debout, applaudit à tout rompre. Que s'est-il donc passé au juste pour que la magie opère, pour que les acteurs nous touchent autant? Point d'interrogation. La croix, journal catholique, le marivaudage, ils n'aiment pas trop en général. Attendez, mais on n'avait jamais eu cette impression de génie. Ces rires, ces pleurs, ces émotions en rafale. Et cette envie de les rejoindre sur scène pour danser avec eux. Et d'où cela vient-il? Du cerveau, des tripes, d'un peu partout sans doute. Totalement réjouissant. La scène devient un champ de bataille, de tensions contradictoires, où les jeunes acteurs se jettent corps et âme, et ça c'était Télégramma. Voilà. Donc là, plus que jamais, vous venez avec les enfants. Alors, les enfants, non, on va dire à partir de 12-13 ans, c'est-à-dire quand ça commence à brûler un peu l'histoire de tomber amoureux. Parce que là, ils vont apprendre qu'est-ce que c'est que l'amour, le grand, le vrai, le fort, le beau, celui dont on a tous envie. Allez, hop, avec Fourmi. Alors là, c'est du théâtre citoyen. C'est du théâtre pour réfléchir. Vous savez, le petit bonhomme avec sa petite bulle là, comme ça. Voilà. Alors, résister, c'est exister.
Et quand le théâtre se fait lanceur d'alerte en dénonçant intelligemment et sensiblement les glissements de notre société, il nous réveille et nous invite à changer de comportement. Il nous devient alors aussi nécessaire que le manger et le boire. Présence des jeunes fortement conseillée pour qu'ils comprennent bien que chacun de nos actes a une conséquence. Et dans ce monde, nous votons tous avec une carte bleue. Chacun de nos achats contribue à créer le monde dans lequel nous vivrons demain. Alors, cette histoire-là, c'est l'histoire des jeunes étudiants qui ont bien du mal à joindre les deux bouts. On en avait beaucoup parlé pendant la Covid. Comment ils faisaient, ces étudiants, pour survivre. Et bien souvent, ils ont besoin d'un petit job. Et puis maintenant, c'est une plateforme qui les engage parce qu'ils deviennent livreurs. Et le monde est en train de glisser dans quelque chose que j'arrive pas à comprendre en fait. Alors d'un côté, on va au supermarché, il y a plein de gens hyper pressés qui prennent même pas le temps d'aller saluer la gentille caissière qui est là. Non, pour gagner du temps, ils préfèrent aller faire un bip, 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 bip. Et puis, d'un autre côté, eh bien, il y a des jeunes qui ne peuvent plus travailler dans ce supermarché, puisqu'en fait, on a remplacé le poste de caissier, tenu par des êtres humains, par des machines. Donc finalement, ces jeunes, ils acceptent pour des salaires de misère, comme on sait, eh ben, de partir 2h du matin, amener le pot de moutarde qui aurait dû passer dans les mains de la caissière, mais non, on est passé à la machine. Or, c'est tellement important l'humanité. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Il y a des personnes âgées pour qui aller dire bonjour à la caissière et échanger les nouvelles du village, de la ville, de ce qui se passe, mais c'est essentiel parce que les enfants sont loin, parce qu'ils travaillent. Mais où elle est en train de partir notre humanité? Et puis, quand il n'y aura plus de caissiers, quand il n'y aura plus de ceci, quand il n'y aura plus de cela, quand l'intelligence artificielle aura remplacé tellement de gens qui travaillent, ces gens-là n'auront plus de pouvoir d'achat, ils ne pourront plus aller au restaurant, alors les restaurants vont fermer, les théâtres vont fermer, on va faire quoi? Il y aura des gens très riches et puis des gens très pauvres à qui on donnera juste un peu d'argent pour survivre. Mais c'est quoi ça? Nous courons à notre perte. Donc n'oubliez pas et pensez-y, c'est avec votre carte bleue que vous votez. Ce spectacle donc il m'a soufflé, waouh! J'ai trouvé que c'est génial. Tout est tellement bien sans, ils ne vous l'expliquent pas comme moi, bien évidemment. Ils le font théâtralement, c'est tellement plus intéressant. Seulement moi, je suis là pour vous convaincre. Et là, tout est beau dans ce spectacle. Tout est beau, tout est touchant. Et vraiment, c'est un spectacle qui compte. Donc celui-là, vous le sélectionnez. Parce que nous devons sauver autre que la planète. Nous devons sauver l'humanité. Merci. Alors, donc les critiques, elles sont très bonnes. Vous pouvez me faire confiance, c'est France Inter qui le dit, finement ciselé, poétique et drôle, voilà qui touche juste et réveille nos consciences. Très belle réflexion sur la société, très fine, France Inter. Enfin bon, vous lirez tout ça chez vous. Parce que ce programme, bien évidemment, va devenir votre ami. Il va être partout dans votre maison, sur la table de la cuisine, dans votre bureau, même peut-être dans vos toilettes. Une chose est sûre, il ne vous quittera plus. Allez, on enchaîne. Et si je vous dis, ou plutôt vous chante, tin 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 tin. Oui, et alors c'est quoi ça? C'est quoi? Alors là, je n'entends strictement rien. La 5e symphonie. Ah, merci, Jean. Voilà, c'est toi qui as gagné. Mais non, mais t'attends, tout le monde l'a dit. Mais non, toi tu l'as dit clairement. Moi, je ne veux pas un embrouillamini. Je veux quelqu'un qui s'exprime clairement. Tiens, Jean, voilà, c'est ton carton d'invitation. Alors, figurez-vous que Beethoven s'est retrouvé donc au paradis et puis qu'un jour a fini par débarquer Django Reinhardt. Oh, ça n'a pas marché entre eux. Dès le premier regard, ils se sont regardés en chien de fusil. Ils n'étaient pas du tout, mais alors pas du tout d'accord par rapport à la musique. Pourtant, il a bien fallu s'y mettre ensemble parce que voilà que c'est l'anniversaire de Saint-Pierre et qu'il faut préparer quelque chose ensemble. Tout cela sera dirigé par l'un des anges, un des assistants de Saint-Pierre,
Donc il vaudrait mieux que ça se passe vraiment très très bien entre eux. Ils sont vraiment des prodigieux musiciens et aussi des comédiens comiques. Donc voici quelques images pour reprendre les vibrations de Beethoven. Ils vous entendent plus, je peux vous lire les critiques. Alors, tous les ingrédients sont réunis pour ravir les amateurs de théâtre et de comédie burlesque ainsi que de musique. Mélange savoureux, servi avec une belle énergie par 3 talentueux musiciens, tout est génialement revisité pour vous donner l'envie de danser. Ils font preuve d'une réelle virtuosité pour donner une âme à cette nouvelle façon d'entendre Beethoven. Une soirée fort agréable qui a démontré que lorsque l'interprétation est excellente, le mélange des genres peut l'être aussi, etc., etc. Là encore, prière de venir avec des jeunes, mais même des enfants, 7-8 ans, parce que tous ces enfants qui sont à l'académie et qui doivent vraiment être sérieux pour apprendre le solfège, et puis la régularité, tous les jours faire les devoirs de musique et tout ça, ça en décourage plus d'un souvent. Et là, eh bien, ils vont avoir une idée. Ils vont enfin penser que quand on maîtrise un instrument aussi extraordinairement, ben on peut faire rire les gens. Et ça, faire rire les gens, je vous assure que c'est mieux que l'amour. Si je vous dis quel est le cétacé le plus célèbre de la littérature? Qui l'a dit en premier? Jean-Michel. C'est Jean-Michel qui l'a dit, absolument. Alors, Jean-Michel, est-ce que tu peux me dire aussi le nom de l'auteur? Herman Melville, absolument. Alors, cette compagnie-là, elle est déjà venue. Vous allez regarder tout à l'heure le teaser et il faudra nous dire qu'est-ce qu'elle était déjà venue jouer. Y a-t-il quelqu'un à la salle qui ne connaît pas l'histoire de Moby Dick? Tout le monde la connaît, c'est formidable. C'est formidable. Nous pouvons passer directement à la vidéo qui est magnifique. Je m'appelle Ismaël et je vais vous raconter comment je me suis retrouvé à chasser la baleine. On part sur cet océan de danger pour tuer des baleines. N'oubliez pas qu'elles ont tué des centaines d'hommes. Ne l'ignorez pas. Presque tous les hommes, un jour ou l'autre, sont pris de la même folie d'aller voir la mer. Et moi, je voulais aller à la rencontre de la baleine, ce monstre fascinant et mystérieux qui avait toujours hanté mon imagination. Alors j'ai embarqué sur un navire commandé par un certain capitaine
accable. Cet or reviendra à celui qui me lèvera une baleine un peu particulière. Une bête gigantesque, reconnaissable à sa tête blanche recouverte de rides profondes. Celui qui me lèvera cette baleine-là. Celui-là aura cet or, les enfants! Je la poursuivrai. C'est pour ça que vous êtes là, les gars. Pour chasser ce cachalot blanc dans les deux océans. D'un bout à l'autre de la terre. Jusqu'à ce qu'elle souffle du sang noir. Et roule sur le flanc. Aucun de nous ne l'aurait jamais avoué. Mais nous voulions nous sentir libres comme elle, le temps d'un songe, d'un éclair, libres et indomptables, comme Moby Dick. Alors, est-ce que ce travail vous fait penser à un autre spectacle que vous avez vu et beaucoup aimé ici? Presque. Pas les cavaliers. Non, ça pourrait. C'est drôle que tu dises ça parce que quand je suis allée les voir, dans le premier spectacle que vous avez vu ici, je leur ai tout de suite dit, je leur ai dit, vous avez beaucoup regardé le travail d'Éric Bouvron. Oui, bravo, l'alchimiste, absolument. Alors, on enchaîne maintenant avec le spectacle avec lequel nous passerons d'une année sur l'autre, et ce sera tout simplement pour nous consoler d'être en plein hiver, le songe d'une nuit d'été. Et alors là, je peux vous dire que je suis vraiment très très fière de vous présenter ce spectacle doublement, triplement, et que vous allez l'être aussi. Parce qu'il y a un grand nombre des jeunes qui jouent dans cette pièce que vous connaissez. Si vous aviez regardé dans le bus, devant les écoles, vous êtes des professeurs, vous les reconnaîtriez. Ils ont été comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et comme notre théâtre vit maintenant depuis 12 ans, des enfants qui sont rentrés à 6 ans ici et qui ont fait donc 12 ans de théâtre, en ont 18 aujourd'hui. Et puis il y en a qui étaient arrivés ici à 9 ans, 10 ans, 12 ans. On a constitué une troupe absolument extraordinaire. Et puis on est allé au Festival d'Avignon. On a énormément travaillé, mais vraiment énormément. On est arrivé à faire ce qu'on appelle un spectacle tous ensemble. Une création tous ensemble. Les jeunes se sont aussi énormément pris en main par rapport à la scénographie, par rapport aux costumes, par rapport au choix des musiques. Et ils nous ont composé un spectacle qui est un hymne à la vie et à l'amour. Alors, il faut quand même que je vous en dise un petit résumé. Rien ne va plus au pays du tendre. Alors, Démétrius aime Hermia. Les jeunes, regardez comme ils sont beaux. Là, c'est toute la Grèce antique avec leur toge. Démétrius, lui, aime Hermia d'un amour exclusif, mais celle-ci s'amourage de Lysandre, lui-même fou d'amour pour Héléna, qui, elle, rêve de séduire Démétrius. C'est une situation que nous avons tous connue. Comme si cette déveine amoureuse ne suffisait pas, du haut de leur éternité, Obéron et Titania, les amants terribles de la forêt, les voici là-haut, s'amusent des peines de cœur de ces simples mortels, lançant à leur trousse le fantasque Puck qui ne fait que des bêtises. Pour porter la situation au comble de la confusion, une troupe de théâtre amateur se trouve mêlée à cet imbroglio, dont l'issue révélera pourtant le destin de chaque protagoniste. Alors, il n'y a pas de vidéo pour ce spectacle, il faut juste que vous me fassiez confiance, une fois de plus. Vraiment, vraiment, ça a été extraordinaire. Ce qui s'est passé au Festival d'Avignon, je ne l'oublierai jamais. Le soir du 31, c'est la tradition. Il y a 2 représentations
une vers les 19h, l'autre vers 22h15. Il y a ceux qui préfèrent venir au théâtre avant et dîner ensuite. Ils pourront nous rejoindre après. Il y a ceux qui préfèrent faire le contraire et qui donc dînent d'abord, viennent au spectacle. Et là, nous avons droit au décompte, tous unis, tous en chœur. Et puis, on va boire du champagne et on va s'embrasser. Et puis, on va danser. Parce que comme par magie, il y a beaucoup de magie dans ce spectacle, eh bien, votre théâtre va se transformer en une boîte de nuit et on va s'éclater comme des fous sur scène. Et puis, comme c'est une histoire d'amour, eh bien, on n'en finira pas à danser des slows. Peut-être quelques couples vont se former, surtout si vous êtes célibataire, n'hésitez pas à venir. Si vous avez des copains, des copines qui sont seuls le soir du 31, alors là, ce serait un crime. Donc vraiment, théâtre des muses où l'on s'amuse. Et puis vers 2 ou 3 heures du matin, un peu lassés, émoustillés, ils quitteront le théâtre dans le souci de penser aux nouvelles générations qui vont s'asseoir ici. Allez, on enchaîne. Ce sera le début de l'année. Autant bien la commencer avec une comédie extraordinaire. Et ce sera tout simplement Odyssée. Odyssée, c'est qui a écrit l'Odyssée? C'est... Non, c'est Homère. C'est Homère. Alors, cette pièce s'appelle la conférence musicale. De conférence, il n'y a rien de musical, il y a beaucoup. Et il y a surtout beaucoup d'amusement. C'est une comédie extraordinaire. Cette pièce a été nommée au Molière. Alors, je n'ai pas besoin de vous raconter l'histoire de l'Odyssée, j'imagine. Les critiques ont dit que cette adaptation est explosive, déjantée, volontairement comique. Cette conférence musicale alterne moments de narration et de jeu à rythme effréné pour rire et s'instruire. L'année dernière, ce spectacle, on l'avait donné dans la programmation enfant, parce que c'est vraiment ce qu'on appelle un tout public. C'est un 7-107 ans. Tout le monde y trouve son compte. Mais souvent, on se dit, oh, mais si les gens voient que c'est à partir de 7 ans, ils vont penser que c'est pour les enfants, et ils ne viendront pas. Erreur. Pourquoi? Premièrement, il y a en chacun de vous, quel que soit votre âge, encore un petit garçon, une petite fille, qui a envie de s'amuser et qui a envie de régression intelligente, puisque vous êtes des adultes intelligents. Et puis parce que le spectacle tient principalement sur l'inventivité, l'humour, le texte, la folie des comédiens. Voilà. Alors, quand je me suis aperçue en fait, que les parents se riaient tellement à gorge de poil, je me suis dit, ah non, mais je vais appeler les abonnés. Donc on a appelé plein d'abonnés qui sont venus voir le spectacle au milieu des enfants, et ça a été pour eux une expérience extraordinaire. Parce que ça, c'est une vraie cure de jouvence. Ils sont tellement merveilleux, ces enfants. Alors, évidemment, les adultes, ils rient à certaines choses, les enfants rient à d'autres, mais le rire étant communicatif, tout le monde s'éclate du début à la fin. Voilà. Donc, j'espère que vous viendrez. Si vous n'avez pas d'enfants, vous venez tout seul, mais faites plaisir. Ding dong! Bonjour! J'ai vu au Théâtre des Muses qu'on donne l'Odyssée et j'ai pensé que les enfants allaient bientôt l'étudier à l'école. Si vous voulez, je les emmène. Et alors là, vous gagnez des points avec vos voisins. Et là, vous pourrez faire toutes les fêtes que vous voulez. Ils ne trouveront plus rien à redire. Je compte sur vous, ce sera un réel investissement. Et on enchaîne avec les hommes du président. Vous savez que le président Macron fait régulièrement de belles sorties. Alors, savez-vous ce qu'il a dit dernièrement? Enfin, il y a un moment quand même, parce que le spectacle a eu beaucoup de succès, ils l'ont créé il y a un moment. Il a dit... Moi, j'improvise tout le temps et ça me réussit très bien. Il faudrait donc que les Français en fassent de même. Ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd de ces deux comédiens-là, qui sont mais vraiment des pros de l'improvisation. Et partant de ce concept, ils en ont fait un spectacle. Alors donc, interrogé sur le moral des Français, le président a eu cette révélation. Il confie donc à la commandante de la DGSE, assistée d'un certain Ducci, la mission d'aller à la rencontre des Français, et même des frontaliers, pour leur remonter le moral, grâce aux vertus ludiques et humanistes de l'improvisation théâtrale. Alors je vous avertis, le public aura lui aussi son rôle à jouer pour participer non seulement au sauvetage
de la France, mais aussi de la principauté. Voici quelques images. Le président qui n'est jamais à court d'idées. Jamais. Et qui est un grand fan d'improvisation, dans tous les domaines, s'est dit, mais alors, pourquoi pas l'improvisation théâtrale pour remonter le moral des Français? Et oui, pourquoi pas? Pour cette première improvisation, nous devons jouer avec une jeune femme. Allez en prendre une. Ajanka, pourquoi une jeune? Parce qu'une vieille, c'est fragile. Allez, on l'applaudit, on l'encourage. Opéra. Non, vous ne trouverez pas de 33 tours de joule ici. C'est parce que vous... ne connaissez pas. Viens avec ça maintenant, hein. Tu me l'avais pas dit! Et avant de me dire oui devant le curé, tu te souviens ce que tu m'avais dit? Tu m'avais dit, t'es comme le H de Hawaï, tu ne sers à rien. De façon qu'on a tous se barrer, vous comprenez? Moi j'aurais pas fait comme ça. Oui, N'en faites pas plus, vous pouvez très bien. Ne réfléchissez pas. Non. Improvisez. Moi j'ai envie de dire, ne réfléchissez pas, abonnez-vous. Alors, en fait, vous pourrez venir voir le spectacle tous les soirs, parce que bien évidemment, ce n'est jamais le même. Alors, bien évidemment, la construction, le canevas, comme on dit, est le même, mais tout se fait véritablement sur l'instant. C'est littéralement bluffant. Comment est-ce qu'ils sont entraînés, mais comme des athlètes, leur cerveau, pour en toute situation, arriver à sortir le bon mot d'esprit, arriver à souligner la situation comique, c'est vraiment remarquable. Moi, je suis bas. Voilà. On enchaîne avec toutes les choses géniales, parce que la vie est une chose géniale, surtout quand on sait apprécier les petites choses. Alors, c'est une femme qui est déjà venue jouer un spectacle ici, elle a vraiment beaucoup de charisme et beaucoup d'humanité, et elle a trouvé ce texte qui se joue maintenant un peu partout dans le monde entier, parce que ça a été vraiment comme une traînée de poudre. Tout le monde a envie de voir ça, parce que c'est un spectacle vivant, enthousiasmant, tendre, profond. Vraiment comme une cure de vitamines. Donc pour redonner le coup de vivre à sa maman, une enfant ou un enfant de 7 ans commence à rédiger la liste de tout ce qui est génial dans le monde. Alors qu'est-ce qui est génial? Manger. C'est pas vous qui l'avez dit. Manger. Alors là on parle des glaces, on est tous d'accord. Les batailles d'eau, on est tous d'accord. Rester debout après l'heure habituelle et avoir le droit de regarder la télé. Et donc en abordant sur un ton léger le thème de la résilience, toutes les choses géniales, a conquis donc depuis 10 ans le cœur du public et de la critique internationale. Et puis, ce qui me touche aussi, c'est que de toute votre saison, ça sera le seul en scène. Mais de ce seul en scène, cette comédienne saura faire un tous en scène. Parce que nombre d'entre vous vont être appelés sur scène pour jouer des situations, et aussi de votre place, vous aurez, si vous l'acceptez bien évidemment, des choses à lancer comme ça, et ça sera justement ces choses géniales. Surtout profitez-en et venez en famille. Alors, on enchaîne maintenant avec une autre devinette. Quelqu'un pourrait-il me dire comment est-ce qu'on appelle ceci? Un tire-bouchon? Oui. Bon, un quoi, hein? Un grand Charles. Mais pourquoi un grand Charles? Mais alors, un grand Charles par rapport à qui? Effectivement, alors nous, on appelle ça un de Gaulle. D'abord parce qu'il a un képi,
Et puis parce qu'il a vraiment des grands bras. Je veux bien que tu me le tiennes comme ça. Allez, voilà, tiens-le comme ça, voilà, bien haut, et comme ça je peux vous faire le pitch avec le De Gaulle. Une nuit d'insomnie, en quête de réponse et d'inspiration, Emmanuel Macron, décidément c'est sa fête, se retrouve face au général De Gaulle. Très en verve, celui qui initia la Ve République, l'apostrophe. Aurait-il des réponses, des conseils, des remontrances peut-être? Alors, jeune homme, lève le garrot. Alors, jeune homme, où en sommes-nous avec le destin de l'Hexagone? Le vaste monde, les Anglais, la Chine, les Américains et les Français. Leur avez-vous dit que vous les aviez compris? L'enjeu de ce conte voltairien, c'est bon, tu peux baisser maintenant, est de prendre la mesure de ce qui a changé en 50 ans. Et de savoir, c'est rien 50 ans, vous vous rendez compte, depuis que l'humanité est là, 50 ans, c'est rien du tout. Donc, qu'est-ce qui a changé en 50 ans? Et de savoir si le dialogue est encore possible entre notre présent et notre passé proche, depuis avant la mondialisation et aujourd'hui, bien évidemment, le smartphone. L'auteur, Jean-Marie Besset, est un très grand auteur de théâtre qui a donné mais alors, des dizaines de pièces au Théâtre du Rond-Point. Donc c'était Jean-Michel Ribes qui s'en occupait. Il a été aussi directeur d'un CDN. C'est un homme vraiment très cultivé, très intéressant, vraiment un grand auteur dramatique. Et là, il a su s'entourer de deux comédiens, mais vraiment, la ressemblance, moi, m'a coupé le souffle, je suis restée complètement scotchée, que ce soit dans la gestuelle, dans le physique ou dans la voix. Et ce spectacle-là, eh bien évidemment, alors on raille, on se moque un petit peu, mais avec beaucoup de respect. Et moi, ça, je trouve que c'est important que les choses qu'on a à dire, on les dise, mais avec humour, parce que l'humour, c'est la politesse aussi du désespoir. Voilà, ça c'est Georges Feydeau qui l'a dit, j'adore. Voici quelques images. Alors chez vous, le jeune président. Mon général, Suétone dit de Jules César qu'il était le mari de toutes les femmes et la femme de tous les maris. Il a fini percé de coups de poignard et par son propre fils. Ma femme, c'est ce qu'il y a de mieux chez moi. Cela nous fait un point commun. Moi, j'ai eu la Première Guerre mondiale, j'ai eu la Seconde. Ensuite, j'ai dû régler les guerres de la décolonisation de nos territoires. Et vous? J'ai eu à faire face à une épidémie d'amplitude mondiale, à un mouvement de révolte populaire. Une jacquerie. Oui, des gilets jaunes. Ils voulaient venir me chercher, ici. Vous cherchez ici? Fallait-il que vous les eussiez excités? Oui, je leur avais dit, si vous n'êtes pas contents, venez me chercher. Ah, c'était une phase malheureuse, La cucaracha. Ah, mais oui, c'est connu. Il faut fêter ça. Blanquette. C'est moi qui décide. Vous n'apprenez rien. Oh, un référendum et pourquoi pas une dissolution de l'Assemblée nationale tant que vous y êtes. Et pourquoi pas, il faut clarifier, Macron, clarifier. Alors, vous savez qu'à Paris, il y a le théâtre des deux ânes, où les hommes politiques vraiment en prennent plein leur grade. Et donc voilà, ça sera un peu le théâtre des deux ânes à Monaco, version théâtre des muses, c'est-à-dire quand même très très classe. La presse dit impossible de rester indifférent à cette pièce qui nous interroge sur le rapport au pouvoir et son exercice. L'humour sous-tend ces échanges imaginaires et on prend conscience de choses essentielles. Ils incarnent leur personnage avec justesse et se livrent à une joute oratoire, jubilatoire, excellent. Très bien trouvé, car on imagine une péto, deux hommes et deux mondes, deux monstres s'affronter. Le public rit beaucoup, les brillants acteurs jouent avec un plaisir évident cette partition heureuse. Voilà, qu'on soit pour ou contre, vous passerez un moment merveilleux. Alors maintenant, on a beaucoup parlé d'hommes.
d'hommes. Merci beaucoup, Mary. On a beaucoup parlé d'hommes. On va rééquilibrer avec le récit de la vie d'une très grande femme, une courtisane, figurez-vous. Elle s'appelle Liane de Pougy. Et elle est née donc en 1869. Bon, elle a grandi. Et puis, elle s'est quand même posé la question. Elle s'est dit, mais comment gagner sa liberté de femme dans une société entièrement corsetée par les hommes, suscitant autant de fascination que de mépris. Cette courtisane, danseuse, écrivaine, géra sa galante carrière en femme d'affaires tout en croisant les grandes figures de la belle époque. Conjuguant volupté et cérébralité, cette scandaleuse nous entraîne dans le flot de champagne que fut son irrévérencieuse vie, faite de désobéissance morale, mais aussi d'engagement. Grâce à ce bouleversant hommage, découvrons cette icône de la belle époque tellement en avance sur son temps et peut-être même sur le nôtre. Il paraît qu'elle aurait inspiré l'héroïne Manon Lescaut à l'abbé Prévost. Et en qualité de féministe, on peut aussi dire qu'elle fait penser à Olympe de Gouges. Ce qui est surprenant, en fait, c'est qu'elle a fait comme le soleil. Elle est née à l'Est et vraiment, elle est morte à l'Ouest. Je vous laisse découvrir le talent de cette immense comédienne. Je suis tellement fière de recevoir ici au Théâtre des Nefs. Donc ça va beaucoup chanter, parce qu'ils ont décidé de faire leur bande-annonce comme ça. Il y a un pianiste qui l'accompagne, qui joue un peu avec elle, mais surtout, elle parle. Elle parle, elle dit un texte absolument sublime, et c'est une performance de comédienne, mais à vous couper le souffle. Voilà, je vous laisse avec elle. Avec un tout petit rien, de rien, les femmes obtiennent tout ce qui leur convient. N'est-ce pas, mesdames, avec leur tout petit moyen, elles savent troubler le sexe masculin. Mine de rien, elles attrapent même les plus adroits. Oh, oh, croyez-moi, avec leur tout petit je ne sais quoi. Elles attrapent même les plus adroits. Oh, oh, croyez-moi, avec leur tout petit je ne sais quoi. Voilà. L'homme descend du singe, la femme des anges. Des actions, pas des mots. 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 En voilà un slogan. C'était celui des courageuses, des fières suffragettes de Londres en 1913. Alors là, deux comédiens nous proposent, grâce à un récit poignant, de partager le véritable combat de femmes insoumises et exceptionnelles, donc ces courageuses suffragettes. Sylvia, Émilie et Nora, trois amies déterminées à obtenir le droit de vote et l'émancipation des femmes, ont osé défier les normes de leur époque avec seulement leurs espoirs, leur choix et leur courage. Leur lutte s'est injustement heurtée à un gouvernement sourd à leurs revendications qui fit tout pour les ridiculiser et les faire taire en usant de répression et de violence. C'est ainsi qu'elles ont hélas découvert le prix à payer pour défendre leurs convictions. Les comédiens que vous allez voir sont déjà venus jouer ici. Alors, il y en avait surtout un sur scène, beau comme un dieu, talentueux, mais alors un dieu des planches. Il s'appelle Jimmy Domas et il avait joué Swing Isle.
Vous vous souvenez le spectacle sur les jeunesses hitlériennes? Oui, il y avait vraiment de quoi tomber amoureux. On avait tout envie de le prendre dans les bras. Il est extraordinaire ce garçon. Dans cette pièce, il va jouer tous les rôles masculins, bien évidemment. Vous allez découvrir ces images et puis on se redira un petit mot à la fin. Solidarity forever, solidarity forever. Je suis Sylvia Madelton, suffragette de Londres. Ceci est le récit de notre lutte, de notre histoire. Et chaque histoire a son moment de drame. Mais pour toi, Émilie, je tiendrai bon. Je continuerai à avancer, à me battre, à ne jamais baisser les bras. Toutes les deux, on a lutté avec nos sœurs, contre l'injustice et pour nos droits. En vertu de la loi, vous n'avez aucun statut légal en tant qu'individu. Les femmes sont biologiquement inaptes au vote, car leur cerveau pèse 140 grammes de moins. Les femmes sont très bien représentées par les hommes au Parlement. Voilà, à partir en foule, mesdames. Il ne faut pas s'attendre à ce que vous, les femmes, puissiez réunir ce type de foule. On a marché dans les rues de Londres, on a manifesté, on a crié notre colère, notre indignation et nos rêves. On a subi la prison, la torture, l'humiliation, la violence, des moments où on a cru tout perdre. Mais on a serré les dents. Je les défie, je les fixe droit dans les yeux. Vous pouvez faire plier mon corps, mais pas ma cause, pas mon combat. Le temps est venu de voter et de faire entendre nos voix. Filles, mères, rebelles, suffragettes. Solidarity forever, for the union makes us strong. Est-ce que vous savez depuis quand les femmes ont le droit de voter? 44? Qui a dit 44? Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné d'invitation ici. Et oui, c'était le 21 avril 1944, figurez-vous. Ça m'a beaucoup étonné, mais c'est comme ça. Alors vous voyez comment on parlait de nous avant, 140 grammes de moins, le cerveau, ceci, là, il faut quand même l'entendre. Tout ça est vrai, tout ça est complètement vrai. Donc, au nom de ces femmes qui se sont battues, qui ont été torturées, qu'on a tuées, pour certaines, mais grâce à qui on a fini par obtenir le droit de vote, vous allez vous déplacer, ça sera du 6 au 9 mars, et on va partager un grand moment ensemble, d'autant plus que je vous rappelle que tous nos spectacles sont toujours suivis par des bords de scène extrêmement intéressants. Là, avec le metteur en scène qui sera aussi présent et qui a écrit la pièce, ça va être vraiment formidable. On enchaîne avec un spectacle musical parce que franchement on adore ça au Théâtre des Muses. Il a un nom merveilleux, il s'appelle Lou, L-O-U. Son nom de famille est Casa, Lou Casa, et il aime Barbara et Brel. Et après les avoir tellement enchantés, étudiés, ressentis, éprouvés, il nous dit que les chansons de Brel, en écho à celles de Barbara, résonnent de sensualités inattendues. Si leurs liens d'amitié, leurs histoires d'amants, d'amis, de deuil et de révolte y sont au cœur, l'humour et la folie aussi. Alors il y aura des bandes-sons, on entend la voix de l'un, la voix de l'autre, un petit peu comme dans le spectacle que vous avez tellement aimé l'année dernière sur Michel Berger. Sauf que là, ils sont deux. Tout ça se mêle aux influences musicales du trio que des virtuoses qui seront sur scène. Et donc voici quelques images pour essayer de percevoir l'ambiance de ce grand spectacle qui est cette relecture intemporelle. Je me dirigeais le plus lentement possible vers la mer pour différer mon plaisir. Sur un monticule de sable, je déposais mon sac. Je me mis à penser à Jacques. Quand on me demande est-ce que vous aimez les hommes, je dis oui, je les aime, mais je suis sûr que je les aime beaucoup, vraiment. Mais ce n'est pas qu'il fût mort qui me révoltait le plus, mais qu'il ne vit plus ni la mer ni le ciel. À vous dire que si et que ça c'est pas permis. Et que ça, on met en écho des thèmes et des chansons de Barbara et de Brel qui ont abordé les mêmes thèmes de manière différente. Il fallait s'affranchir, c'était juste l'idée d'utiliser leur matière, leur art, et en gardant une distance, en s'affranchissant de ce qu'ils sont, puisqu'ils représentent des choses énormes aujourd'hui dans la culture populaire en France et ailleurs.
Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Bounia, tu peux garder ton vin. Ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. C'est un arrangement d'habitude qui est fait pour plutôt 1000 personnes. Mais comme vous le savez, c'est maintenant, ça aurait été annulé. Donc, merci de combler les manques. Un ennui. Je ne laisserai pas mourir au fil des jours ce qui fut toi et moi, ce qui fut notre amour. Et il ne sera jamais emporté par le temps. Je l'emporte moi-même, il restera vivant. Il y a vraiment une mise en fil du spectacle. Il y a 3 chapitres, les histoires d'amants, ensuite les histoires d'amis, histoires d'amour pour des amis disparus. Lui, dans sa dernière bière, moi, dans mon brouillard. Lui, dans son corbillard, moi, dans mon désert. Et puis, enfin, des histoires plus engagées face au monde. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Voilà, on met en écho ces chansons. On est très heureux de ce que nous rencontrons avec les publics et nous espérons pouvoir continuer à partager ces œuvres. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi, je sais tous tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège. De toutes les évocations de Barbara, celle-ci est une des plus justes. C'est Le Monde qui a dit ça. Leurs arrangements piano, basse, orgue, percussions portés par la voix saisissante du chanteur nous ont conquis par leur intensité contemporaine, mais aussi par la délicatesse de leur interprétation. Ça, c'est Télérama. Ce loup est à ne pas louper, a dit le canard enchaîné. Si je vous dis Guy de Maupassant, vous me répondez? Oui. Bon, vous l'avez tous dit. Allez, vous avez droit à la boîte de bonbons que vous pouvez faire passer, voilà, un peu partout, à gauche, à droite. Alors là, ce spectacle va vous permettre de prendre la mesure de ma folie. Pourtant, j'avais des bonnes notes en calcul mental, mais il y a des choses où tout à coup, ouais, ça se bloque un peu. Figurez-vous qu'ils seront 9. Non. Si. Si. Ils seront 9 pour venir vous raconter ce roman absolument extraordinaire. Ce roman qui est d'une intemporalité, d'une vérité mais tellement incroyable. Tant qu'il y aura des êtres humains, il y aura de beaux amis. Y a-t-il quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire? Tout le monde la connaît? Ah, merci madame, merci. Si vous n'étiez pas là, je n'aurais pas pu la raconter. À la fin des années 1880, dans un Paris en pleine révolution industrielle, le journalisme et la politique s'entremêlent. Georges Duroy, surnommé aussi Bel Ami, est un jeune homme séduisant. Fils de paysans miséreux, en lutte pour s'extraire à la pauvreté, il sera utilisé par de nombreuses personnes pour leurs propres intérêts. 4 femmes puissantes le formeront et l'aideront dans sa conquête du pouvoir. Mais, sur le chemin de son ascension sociale, le manipulé Georges Duroy va devenir le manipulateur Bel-Ami et se montrera capable de tout. D'un cœur à l'autre, d'un lit à l'autre. Jusqu'où ira-t-il? Où s'arrêtera-t-il? Vous savez que pour monter dans la société, la promotion canapé a fait ses preuves. Voici ce talentueux comédien pour vous et rien que pour vous. Quand la caissière lui eut rendu la monnaie de sa pièce de 100 sous, Georges Duroy sortit du restaurant. Comme il portait beau par nature et par pose d'ancien sous-officier, il cambra sa taille, frisa sa moustache d'un geste militaire et familier et jeta sur les dîneurs attardés un regard rapide et circulaire. Pourquoi n'essayerais-tu pas le journalisme?
c'est que je n'ai jamais rien écrit. Oh, bah on commence, on essaye. Je pourrais t'engager à faire des démarches et des visites. Tu aurais au début 250 francs par mois et tes voitures payées. Ce métier va te plaire, j'en suis sûr. Tu vas rencontrer un tas de gens. Des ministres, des princes, des agents de police, des courtisanes. Et ton objectif sera de devenir l'intime et le confident du plus grand nombre possible. Nous deviendrons sans doute bons camarades. Voulez-vous? Regardez-moi bien en face. Je ne serai jamais votre maîtresse. Voyons, restez avec nous, monsieur. Monsieur Bellamy. Nous avons besoin de vous. Il ira loin, le gredin. Il ira loin. Il ira loin parce que vous viendrez le voir. Et si vous ne venez pas, je ne vous parle plus. Parce que personne ne fait ça. Ça sera vraiment à noter d'une pierre blanche. Ça n'existe pas. Un aussi petit théâtre, vous donnez un aussi extraordinaire spectacle avec 9 comédiens, à l'heure où les plus grandes salles ne vous donnent pratiquement plus qu'un comédien sur scène pour faire du stand-up. C'est-à-dire pour vous dire les blagues qu'ils ont entendues la veille sur Rire et Chanson, qui se passent les uns les autres. Ça n'existe plus, ça, vous comprenez. Et ces gens-là, mais je les admire, mais je les adore. J'ai envie de les embrasser tous sur la bouche, moi aussi. Parce que ça, ce sont des héros. Voilà des gens qui aiment le théâtre, et voilà qui leur consacrent leur vie comme moi. Allez, là, on va passer à encore vraiment un virage. Hein. Waouh, elle ne m'a rien dit. D'après l'histoire vraie de 2 sœurs qui étaient nées pour s'adorer, Aguerre et Alam. Ça se passe le 9 avril 2010 à 14h52, quartier Haute-Pierre à Strasbourg. Âgée de 30 ans, Alam succombe d'hémorragie interne, strangulation et noyade. Le meurtrier n'est autre que son mari, qui s'est défenestré après avoir commis le meurtre. Ce drame tragique aurait pu être évité, car Alam avait porté plainte à la veille de son meurtre pour des menaces de mort qui pesaient sur elle depuis des mois. Sa plainte n'a malheureusement pas pu être instruite et Alam est retournée entre les bras de son bourreau. Je vous laisse découvrir les images de cette très belle mise en scène. Bouge ton pouce et bouge ta tête. Si ta sœur est en danger, l'autre ira la protéger. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, je te promets, je me souviens de rien. Ne m'en veux pas, hein? Je t'ai pas fait de mal au moins. Pourquoi t'aurais pu? Pourquoi tu m'as rien dit? J'aurais pu arrêter tout ça, j'aurais pu mettre fin à ton calvaire, tu le sais, alors pourquoi j'ai rien su? Je vais appeler ton cousin Stéphane et 2 amis à lui. Et ils veilleront en bas de l'immeuble pendant que tu discuteras avec lui. Pourquoi est-ce maintenant que vous portez plainte? Parce que c'est pas facile à faire comme démarche. Je l'entends bien, madame. Mais si vous aviez porté plainte plus tôt, nous aurions au moins pu constater les coups portés, ce qui aurait été une preuve irréfutable. Je jure, au nom de mon amour pour toi, justice te sera rendue, ma sœur. Je suis très émue parce que, évidemment, ça ne l'a pas ramenée, cette femme. Et le combat de cette sœur qui a donc accusé l'État pour non-assistance à personne en danger. Ce combat qui a duré pendant 10 ans et qui, pour finir, a été une victoire pour la lutte contre les violences faites aux femmes.
a bien évidemment été un grand pas, parce qu'avant on n'en parlait pas de toutes ces choses-là. Et depuis qu'il y a eu donc jurisprudence, grâce à ce procès, eh bien, les choses se sont quand même mises en branle. Et je voudrais remercier du fond du cœur l'association La VIP, qui fait un travail formidable en principauté. Donc c'est l'association de victimes d'infractions pénales. En France, il n'y a pas les budgets qu'on peut avoir, heureusement, à Monaco. Et donc, ce genre de choses arrive régulièrement. Des femmes qui se présentent, qui portent plainte. On ne peut pas instruire parce qu'il n'y a pas de coût porté. Ici, à Monaco, si vous entendez quelqu'un, laissez-lui la carte de la VIP, donnez, voilà. Parce que la VIP est capable, en fait, de mettre en branle des choses pour sécuriser les femmes qui sont battues, de manière à régler les situations. Voilà, elle gagne du temps, elle les aide. Et donc, cette association, pour faire un travail d'information, nous soutient par rapport au fait de vous donner ce spectacle. Parce que bien évidemment, vous savez, la plupart des gens, quand je vais distribuer des tracts sur la place de la Condamine, puisque j'en suis quand même après là, 12 ans plus tard, souvent ils me disent « Oh non, mais moi, alors le théâtre, alors moi j'aime rire. Ah non, mais j'aime rire. J'ai juste envie de leur tordre le cou. » Mais je ne le fais pas. Je me dis, peut-être qu'un jour, il viendra une présentation de saison, et puis peut-être qu'un jour, ils se laisseront attraper, et viendront voir des pièces pour rire. Et puis, ils gagneront un quiz, on leur donnera une invitation, on les invitera pour venir voir un spectacle comme celui-là, et là, ils vont comprendre qu'en fait, ce sont ces spectacles-là qui sont les plus beaux, et qui nous laissent des marques pour toute la vie. Ce n'est pas des marques qui font mal, des marques qui nous font du bien, des marques qui nous font plus forts, qui nous font meilleurs dans notre tête et dans notre vie, plus humain. C'est pas ça en fait le but de la vie, de devenir de plus en plus humain, de plus en plus intelligent, de plus en plus bon, généreux, profond, instruit. C'est pas ça le but de la vie? Oui, faut-il le rappeler. Voilà, donc là vraiment vous viendrez. Allez hop, virage à 180 degrés avec le spectacle et tout le monde va vouloir venir voir au Théâtre des Muses et je vous avertis, ce sera réservé à nos abonnés. Ça s'appelle donc L'heure des assassins et peut-être que le visuel de cette affiche vous rappelle d'autres spectacles. Ah oui, c'était Sherlock Holmes. Et vous vous souvenez plus des titres? Vous devez tous venir faire du théâtre pour apprendre des textes, entraîner la mémoire. Alors, le premier c'était... Non, le deuxième c'était le cercle de Whitechapel, c'était le premier. Et le deuxième, c'était Les Voyageurs du Crime, qu'on est allé voir au Théâtre des Variétés. Je suis bien contente qu'ils aient accepté de revenir dans notre petit théâtre, quitte à ce qu'on ajoute des représentations supplémentaires comme on en a l'habitude. D'ailleurs, donc là, il y a déjà 2 représentations supplémentaires. Il y en aura une le dimanche 27 avril à 14h30 et aussi le samedi à 17h. Alors, ils ont une bande-annonce qui est tellement magnifique que je crois que je peux faire l'économie de vous présenter la pièce. La réussite est une chose étrange. Voyez-vous, ce soir, je signe mon retour triomphant en Angleterre. Tout le gratin de Londres sera là, et pourtant, il y aura bien un grand absent. Moi, Philippe Somerset. Vous ne me verrez pas, car ce soir, je vais mourir. Oh, détrompez-vous. Non, ça ne me fait pas plaisir du tout, ça n'était pas prévu. C'était une si belle soirée, si prometteuse. J'étais entouré de gens que j'aimais. Ma sœur chérie, Catherine. Hartford, mon bras droit. L'administrateur du théâtre, si loyal. Mon assistante de direction, si dévouée. Georges, le critique littéraire le plus engagé d'Angleterre.
Et pourtant, mon meurtrier est forcément parmi eux. Alors qui m'a assassiné? Je trouverai, monsieur Somerset. Faites-moi confiance. Je trouverai. Merci, Doyle. Et si c'était vous? Et si c'était simplement mon heure? Voilà, je les remercie du fond du cœur d'accepter de revenir jouer dans notre petit théâtre parce que leur succès à Paris est une chose absolument incroyable. Ils sont appelés dans toute la France, ils jouent dans de très grands théâtres et ils acceptent par amitié parce qu'ils s'y sont engagés à venir ici. Et moi, ça me bluffe. Voilà, je suis complètement soufflée. Allez, on enchaîne avec encore beaucoup de suspense. Il y a une place à gagner. Si je vous dis Merteuil, vous me dites Liaison dangereuse. Ah, mais oui, c'est toi qui as gagné. Voilà, les liaisons dangereuses. De qui Choderlos de la Clos, absolument. Alors, si les liaisons dangereuses, qui est donc le roman épistolaire le plus célèbre, avait eu une suite, eh bien, ça aurait été Merteuil. Peut-être que M. Choderlos de la Clos l'aurait écrit lui-même. 1799, en pleine forêt, un fiacre s'arrête devant un relais de chasse. Bien qu'elle soit maintenant un peu fanée, la sublime marquise de Merteuil en descend. Cela en surprendrait plus d'un, car il est de notoriété dans le beau monde que la célèbre intrigante s'est retirée depuis la mort du vicomte de Valmont, l'amour de sa vie, survenu 15 ans plus tôt. La curiosité provoquée par l'invitation de ce mystérieux rendez-vous aurait donc eu raison de ses résolutions. Et qui lui a écrit ce billet? Ses années d'exil l'auraient-elles adouci? Le temps aurait-il pensé ses blessures d'orgueil? Le piège qu'on lui tend anéantira-t-il la marquise? Ou bien réussira-t-elle encore une fois, grâce à son charme envoûtant, à tirer les ficelles du pouvoir vidéo? Ô femmes, approchez et venez m'entendre. Apprenez qu'on ne sort de l'esclavage que par une grande révolution. Qui diable pourrait bien vouloir s'entretenir avec une marquise fanée et recluse? Madame de Merteuil. Vous ne vous souvenez pas de moi? Vraiment? Nous y voilà. N'oubliez jamais que lorsqu'une femme combat une autre femme, l'issue est toujours fatale. Je m'en souviendrai, n'ayez crainte. Alors, si vous connaissez le livre, si vous avez vu le film, c'est parfait. Si ça n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, parce que la pièce est tellement bien faite qu'en fait, elle ne cesse en fait de vous raconter l'histoire pour que vous la compreniez très bien. Cependant, mon conseil à moi, et ça ne sera que du plaisir sur encore du plaisir, eh bien, puisque c'est si facile aujourd'hui, ça sera de voir les films dont nous avons présenté les affiches. Moi, je commencerai par Valmont de Milos Forman, parce que c'est la version, on va dire, douce, humaine. Et puis ensuite, vous pourrez passer à la version plus dure de Stefan Frears. L'un et l'autre sont vraiment ravissants. Alors, on enchaîne encore avec de la très grande littérature. Quel est le prisonnier le plus célèbre? Masque de fer. Papillon. Ah non, Comte de Monte Cristo. Edmond Dantès. Ben oui, parce que quand il était prisonnier, il n'était pas encore le comte de Monte Cristo. Alors, est-ce que je pourrais savoir combien de personnes dans la salle ont vu le film cet été? Ah, quand même pas mal. Mais je suis sûre que les autres, vous avez certainement vu d'autres versions. Ou bien vous aviez lu le livre. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est pareil. C'est pas nécessaire du tout de connaître l'histoire.
pour participer à ce spectacle. Mais pour tout vous dire, j'ai vu le film cet été. Ah, ça m'a fait un bien fou, juste après le Festival d'Avignon. Enfin, m'asseoir dans une salle de spectacle avec de la climatisation qui marche. Et pendant 3 heures, ne pas me demander si j'allais prendre le spectacle ou pas. Ne pas me demander si ça allait vous plaire ou pas. Oh, c'était bon. Cependant, alors il y avait toutes ces envolées, ces paysages merveilleux, tout était beau, tout était bien restitué, vraiment c'était très bien. Mais, en sortant de là, quand même mon esprit critique a repris le dessus, et je me suis dit, mais ça m'a épaté, mais ça m'a pas forcément tant ému que ça. Et là, je me suis souvenu d'avoir vu, des années plus tôt, ce film. J'ai demandé à revoir la captation, et là, magie, dans mon cerveau, tout s'est fait comme ça, pour quelque chose de parfait. Parce que le moment le plus humain, en fait, de tout le roman, c'est le moment où Edmond Dantès est en prison et qu'il rencontre l'abbé Faria. C'est là où vraiment l'humanité est célébrée dans ce qu'elle a de plus beau, dans leur échange, dans cette espèce de don que l'un va avoir pour l'autre, et combien l'autre est tellement important et une source de vie pour le plus ancien. Alors, voilà, j'espère que comme moi, vous ferez ce petit travail. Je serai très heureuse en plus parce que, pour une fois, je n'aurai pas besoin de me prendre la tête pour reconstituer un décor. Il est là. Et quant aux comédiens, je crois qu'ils n'auront jamais la sensation de jouer autant dans un véritable cachot. Voilà. Les critiques sont vraiment très très bonnes. Tout comme je ne vous ai pas lu Merteuil tout à l'heure, mais c'était vraiment très très bien. Donc je vous attends très nombreux. Allez, on se dépêche. Si je vous fais... Pardon? Et c'est quoi la chanson? On ira tous au paradis, et comme on le sait, le paradis sur terre, c'est au théâtre des Muses. Et si je vous fais... Ouais, bravo! Et c'est ainsi que ce spectacle s'intitule Michel et Claude. Est-ce un duo ou un duel? Voici l'épopée Santiago et Talonnette de Paul Naref et Clo-Clo. Alors là, c'est véritablement ce qu'on appelle un spectacle de café-théâtre. Ça veut dire que c'est pas très sérieux. Parce que quand on prend le café, on a tendance à être un peu comme vous êtes ce soir, bavarder un peu ce soir, comme ça. C'est vraiment le spectacle type de ce qu'on peut voir au théâtre du Café de la Gare, qui a vu bien évidemment les beaux jours du Splendide. Alors l'histoire, le prétexte de cette grande rigolade, on va dire, au sommet de leur gloire, Michel Polnareff et Claude François, ennemis jurés, se retrouvent coincés ensemble sur une scène sans issue. Un étrange coup de fil leur apprend l'ultimatum qui menace leur carrière et carrément leur vie. Ils n'ont d'autre choix que de collaborer pour former un duo de légende et créer en 1 heure le tube du siècle qui sauvera leur peau, bien évidemment, avec la collaboration du public. C'est la gloire ou l'oubli. Commence alors une épopée contre la montre qui propulse le public dans les années 70 grâce à cette comédie théâtrale aussi jouissive qu'électrique. Voilà, alors on chante, on rit énormément avec ce spectacle qui rend hommage dans les règles de l'art à ces 2 grands artistes. Oui, c'est très intelligent parce que ça n'est pas présenté comme un biopic, mais pour autant, c'est très très bien documenté. Et donc, dans ce qu'ils se disent, on apprend plein de choses de leur vie. Voilà, et puis, quel bonheur pour moi de recevoir l'âme de Clo-Clo, parce que je dois vous dire, avant Sacha Guitry, mon amour, quand j'étais comme ça, c'était Clo-Clo. Et bien justement, tiens, un amour peut en cacher un autre, et là je dois vous faire une confidence. Voilà, alors j'ai trouvé un article qui m'a tout expliqué. Quand le cortex préfrontal, qui est le système exécutif du cerveau, perd le contrôle sur le système de la récompense, la personne n'a plus de frein pour moduler
sa recherche absolue du plaisir et son comportement de compensation devient un craquage de la volonté et du raisonnement. Vulgairement, c'est un petit peu ce qui se passe quand je passe devant le placard où est rangé le chocolat. C'est-à-dire que je le sais très bien, pas de sucre après 17h, le matin j'ai fait du sport, j'ai fait des abdominaux, je me suis juré que plus jamais je ne ferai des craquages parce que ça ne sert à rien d'appuyer sur l'accélérateur et sur le frein en même temps. Je me suis dit 6 fois, j'ai lu des livres, je sais tout ça. Pour autant, il y a des moments où mon cerveau, juste avant de négocier un contrat, juste avant une conversation un peu difficile avec quelqu'un, dit non, tu n'y arriveras pas, il faut que tu prennes un carreau de chocolat, ça va te redonner des forces. Eh bien, il n'y a pas qu'avec les chocolats que j'ai des craquages de ce style. Moi, quand je passe devant un théâtre et que je vois sur une affiche écrit « Ta-da-da-da, Marie, tu peux y aller !» Et bien, évidemment, je rentre dans le théâtre et quand le spectacle me plaît, eh bien, c'est une jouissance qui m'envahit. Et je ne peux pas faire autrement que programmer 2 pièces de Guitry dans la même saison. Alors oui, des jaloux pourraient me dire « Oh, en théâtre, c'est pas programmer autre chose que du Pagnol ou du Guitry. » D'abord, c'est pas vrai. Et puis, c'est surtout que, au début de la saison, vous aurez l'entrée, et ça fera même office de plat bien copieux. Et puis, pour finir, vous aurez le dessert, avec une comédie absolument géniale, qui a donc été écrite par un Sacha Danilo. Tiens. Et c'est l'histoire d'Alexandre. Alexandre, en russe, ça se dit Sacha. Et figurez-vous que c'est donc l'histoire de cet Alexandre à qui on offre une biographie. L'histoire de Sacha Guitry est évidemment, inévitablement, celle de son père, parce que c'était le rôle principal de toute sa vie. Lucien Guitry, comédien immense. Et puis, en lisant ce livre, ce garçon s'aperçoit qu'il y a, dis donc, une grande ressemblance entre son histoire à lui et son père, qui est un homme brillant, un homme très célèbre, et Sacha et son père. Alors, il dévore le livre, il adore, il prend dans tous les sens, il vit avec le livre, qui bien évidemment souffre de plus en plus, un petit peu comme quand on aime un livre, et apparaissent les personnages les plus importants de Sacha Guitry. Alors ici, vous avez Charlotte Lisès, mais bien évidemment, vous verrez aussi Sarah Bernard, et ça se mélange, c'est-à-dire qu'il y a la vie d'aujourd'hui, et puis le monde de Sacha Guitry qui est dans le bouquin. On rit du début à la fin, on sourit, c'est d'une tendresse. C'est vraiment l'amour filial dans tout ce qu'il y a de plus beau. Et le comédien qui joue Sacha Guitry, oh là. Les journalistes disent qu'il guitrise très bien. Et moi, franchement, ça m'électrise. Je ne pouvais pas faire autrement. Non seulement de lui offrir la scène du Théâtre des Muses, mais de vous présenter quelques images, s'il te plaît, Marc. Vous, qui êtes-vous? Sacha Guitry. Vous êtes prêt à partir dans mes aventures? Je vous suis. Enfin, je vous lis. C'est mon nom, Guitry. Ton nom à toi, c'est Sacha. Non, c'est Sacha Guitry, mon nom. Parce que je l'évolue. C'est que... C'est extrêmement agaçant. Oh, pardon, excusez-moi, je cherchais ma page. Ah, mais ça y est, c'est bon, hein. J'ai trouvé. Je vais écrire une pièce de théâtre. Ton père n'a jamais fait l'effort de s'intéresser à toi et tu penses qu'avec une pièce de théâtre, ça va changer? Vous avez eu comme père le grand Lucien Guitry. Vous aviez comme marraine Sarah Bernard. Vous êtes le prochain, hein? Ou le suivant. Pardon? Non, rien. Vous avez raison de faire de l'humour à un entretien d'embauche, c'est bien ça. Je demande savoir lequel entre mon père et le directeur me punit. Les deux. Se sont concertés et sont tombés d'accord. Oh, allez, viens te coucher. Bon, désolé, messieurs. Le devoir conjugal. Ah, ouais. Aïe! Ah, il peut pas faire attention avec son marque-page. C'est vrai. Voilà, ce sera un magnifique moment, et puis ce sera
sera l'avant-dernière pièce parce que ça y est, nous arrivons au bout. Et je vais vous présenter, même si on aura bu du champagne et comment ça s'appelle, ce petit vin délicieux italien, là, le Roscoe, quand on n'aura plus de sous, tous les soirs à la fin des spectacles, parce que oui, mesdames et messieurs les nouveaux, c'est la tradition, figurez-vous. Ici, en plus, après vous avoir montré les plus beaux spectacles, après avoir vu des bords de scène, on vous invite à boire un verre avec les artistes. C'est unique au monde, c'est juste en Principauté de Monaco, alors surtout donc, une bonne bière, ou comment aborder sans concession les thèmes universels de la vie, la mort, la famille et la pratique du vélo en milieu rural. Alors après s'être perdu de vue, 3 frères et une sœur aux trajectoires et caractères très différents se retrouvent dans leur maison d'enfance pour organiser les obsèques de celui qui leur faisait office de père. Puisqu'ils n'ont pas vraiment de tristesse à partager, autant se réunir joyeusement autour de cette bonne bière, vous saisissez le jeu de mots, et se raconter leur vie avec la complicité et l'animosité propre aux fratries. Alors avant qu'on lance la vidéo, je vais vous rappeler, ici il y a des comédiens qui sont venus jouer et qu'on aime beaucoup. Alors tout d'abord, donc le texte est de Xavier Martel, qui est déjà venu jouer ici dans Gagnant, Gagnant, la pièce de Gilles Dirac, qui nous avait aussi donné il y a quelques années La Touche Étoile. Et puis, il y aura donc Gilles Dirac lui-même en personne, hein, il est là en bleu, il est fantastique dans cette pièce. Et puis il y aura Marie Lecam, qui elle était venue avec Thomas Le Douarec jouer, comme c'est étrange, une pièce de Sacha Guitry. Voilà. Donc je vous laisse avec eux un moment, avec une petite vidéo. 6 heures de voiture, je suis vanné. C'est toujours pareil. Faut surtout pas parler sentiments parce que là, il n'y a plus personne. Je comprends que tu traverses une période difficile, on en a parlé pendant 6 heures. Mais là, j'ai juste besoin de me détendre un peu. Je tournais ce matin une pub pour des rasoirs. À propos de mauvaise mine. Ça va, toi? Nous voilà donc tous réunis. Oh, qu'est-ce que j'achète? On n'a qu'à faire des crêpes. Oh non. C'est un moment difficile. C'était quand la dernière fois? C'était pour le baptême des jumeaux. Oh, elle est incroyable cette famille. Il y a des cadavres dans tous les placards, sans compter la cave. Nous voilà donc tous réunis. Encore été bien, c'est le Capri. Puisque pour papa, c'est fini. Tu veux bien te hisser à la hauteur de l'événement, s'il te plaît? C'est un moment difficile. C'est il y a combien de temps? Ils vont avoir 7 ans, donc ça va faire 7 ans. Papa vient de mourir. Gildas est l'aîné. Il est donc le prochain sur la liste. Nous voilà donc tous réunis. 7 ans qu'on s'est pas vus tous ensemble. C'est cool, hein. Je plaisante, c'est pour détendre l'atmosphère, hein. Alors continue parce qu'apparemment ça marche super bien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Il n'y a pas que le Capri, c'est fini. Mais j'ai encore le mot de la fin à vous dire. Voilà, petite déclaration. Marie, tu peux me donner la lumière, s'il te plaît? Voilà. Je vais dédier cette saison, en fait, dans le programme, je l'ai dédié à Alain Delon. Mais quand même, je voulais vous raconter une petite histoire. Si nous sommes ici réunis, c'est grâce à mon arrière-grand-mère, Catherine. Catherine qui a fini par décider, son mari, Eugène, à acheter cette folie il y a 130 ans. Et puis, j'ai fini par naître. Et très vite, elle a décidé qu'elle m'appelait donc Sarah Bernard. Et Sarah Bernard, en fait, ce nom, je l'ai hérité parce que je jouais la comédie tout le temps. Je jouais la comédie parce que je ne voulais pas aller à l'école, parce que je ne voulais pas manger ma soupe, parce que je ne voulais surtout pas aller chez le dentiste, parce qu'il y avait plein de choses que je ne voulais pas faire. Alors, je jouais la maladie, je jouais les larmes, je jouais les crises de nerfs, les crises d'épilepsie, enfin, toutes sortes de choses. Et donc, elle m'a appelée Sarah Bernard. Sauf que quand elle me disait « Sarah, arrête !» et que toute la famille l'a repris, eh bien, ça voulait dire que j'avais mal joué. J'avais mal joué puisque j'étais justement découverte en train de mal jouer. On ne me croyait pas. Et cette Sarah Bernard, elle m'a donc énervée, vraiment. Je ne l'aimais pas. Et puis,
quand j'ai grandi, eh bien, j'ai commencé à faire des bêtises pour faire rire mes copains, mes amis, mes fiancés. Je trouvais que la vie était tellement plus passionnante. Bah oui, parce que le train-train quotidien, tous les jours, comme ça. Alors ça amusait beaucoup mes copains, beaucoup moins mes professeurs, et les proviseurs encore moins, puisqu'ils n'avaient même pas eu le bonheur du spectacle en classe. Les événements leur étaient rapportés froidement et bêtement, sans charme. Et puis, est arrivé le moment où je me suis dit, ah, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie finalement, parce que faire rire les copains, c'est pas tout. Et j'ai lu l'histoire de Sarah Bernhardt, l'histoire de ma vie. Et en découvrant cette femme, ce tempérament extraordinaire, son originalité et sa manière d'embellir la vie au quotidien, je me suis dit, mais c'est moi, mais je suis comme elle, mais je la comprends tellement. Et j'ai compris pourquoi on m'avait appelée Sarah Bernhardt. Et Sarah Bernhardt, figurez-vous qu'elle a fait toute sa carrière et toute sa vie avec une phrase. Eh bien, je le ferai quand même. C'est-à-dire qu'on lui disait, mais madame, vous ne pouvez pas faire ça, c'est absolument impossible. Et elle disait, ah bon, donner 40 spectacles dans un aussi grand petit théâtre, avec autant de comédiens, même parfois 9, pour que vive la beauté de la langue française, pour que l'amour, l'amitié puissent passer de l'un à l'autre, que les enfants puissent grandir dans un théâtre, éloignés des téléphones portables. C'est impossible d'avoir un petit théâtre privé comme ça. Eh bien, elle aurait dit, et je le dis pour elle, alors je le ferai quand même. Merci.